Bienvenue dans votre émission Ensemble c'est mieux. Bonjour à tous, on vous souhaite une belle matinée à nos côtés. Et ça ne peut pas mieux commencer parce que figurez-vous que Karl Brozac est là. Bonjour Karl. Bonjour Laurence. Vous êtes allé voir quoi au cinéma? Je suis allé voir le nouveau film de Christophe Honoré qui s'appelle Chambre 212 et je vous en parlerai tout à l'heure. Qu'est-ce qui se cache dans cette mystérieuse Chambre 212? On va voir. À voir vos yeux, ça doit être quelque chose, on verra ça tout à l'heure. Nous ferons aujourd'hui un zoom sur les enchères, des ventes de plus en plus prisées qui ont beaucoup de succès, qu'elles soient virtuelles ou en salle des ventes. D'où vient cet engouement? Qui achète-t-on principalement et quelles sont les règles à connaître? Eh bien, nous vous en dirons plus dans quelques instants. On vous présentera également l'association Les Petits Héros qui organise des actions permettant l'apprentissage des gestes qui sauvent à destination des enfants de 3 à 10 ans, de premières notions de secourisme utiles dès le plus jeune âge. Le jeudi, c'est aussi le jour de votre agenda culturel et des sorties du week-end. Et comme d'habitude, Sabine-Marie Murgue a déniché de très belles idées. Enfin, on retrouvera Billy à la SPA de Rennes avec un petit chat adopté. Regardez comme il est mignon. Il y en a qui vont craquer encore. Bienvenue à vous tous. Bonjour, comment ça va? Tout le monde a l'air d'avoir la pêche. Impeccable. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on commence tout de suite par une petite introduction en images sur les ventes aux enchères. T'as une belle voiture, dis donc. Et ouais, je l'ai eu à une vente aux enchères. Presque tout se vend et s'achète aux ventes aux enchères. En 2018, il s'est vendu pour 3 milliards d'euros de marchandises. Il s'agit à 47% d'objets d'art et de collection, à 47% de voitures d'occasion et de matériel industriel, et à 6% de chevaux. Les ventes aux enchères ont de plus en plus la cote chez les Français. 1 sur 4 y a déjà participé. Un engouement dû aux ventes en ligne. Aujourd'hui, plus besoin d'aller en salle de vente avec commissaire-priseur et coup de marteau. Les sites de vente entièrement dématérialisés font un tabac. Les objets sont plus modestes, souvent en dessous de 500 €. Autre avantage, vous pouvez prendre votre temps. Les enchères durent en général entre 5 et 10 jours. Et bon nombre de ventes en salle sont aussi en live. C'est-à-dire que vous pouvez y participer par téléphone ou sur Internet. Il vous suffit au préalable de consulter le catalogue des objets mis en vente. N'oubliez pas non plus qu'il faut ajouter au prix de vente une commission, comptée autour de 21%, sauf pour les ventes judiciaires, organisées suite par exemple à une liquidation. Là, le montant fixe est de 14,4%. Alors, à de juger. Oh bah oui, à juger. On va aller plus loin sur ce sujet avec Carole Jézéquel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes commissaire-priseur à Rennes en Chère. Et puis vous avez amené avec vous un acheteur régulier, Franck Nunez. Bienvenue à vous également. Vous êtes passionné, on verra ça un peu plus tard. Vous l'avez eu à combien l'acheteur C'était très très cher. C'est très fin ça. Combien il y a de salles des ventes en Bretagne, Carole? Environ une douzaine, pratiquement 1 à 2 par ville, donc tout le monde peut y aller très facilement. Il y a toujours une salle des ventes proche de vous. Est-ce qu'il y a des spécialités selon les villes, selon les salles des ventes? Alors il y a des spécialités, notamment l'automobile, on va en parler tout à l'heure, qui est une grande spécialité en Bretagne, mais aussi par exemple à Brest, les écoles bretonnes. Ça peut être c'est ça, des tableaux des écoles bretonnes. Après, ça peut être la sculpture à Rennes. Mais chaque commissaire-priseur développe la spécialité qui lui tient à cœur quand il est plus proche d'un thème particulier. Après, ça peut être une collection qui peut être déclenchée, une vente importante sur une collection. Et après, ça développe d'autres ventes. Ça attire l'œil. Mais en général, quand même, c'est 2 types de ventes. Des ventes dites de brocante, avec des petits objets qui viennent. Pas de cher, c'est voilà. Ce qu'on disait. C'est très le prix accessible. moyen, on l'a dit, c'est plutôt moins que 500 €. 500 €, c'est pour les ventes dites cataloguées, de prestige, dites belles ventes, comme on dit en province. Et autrement, ce sont des ventes courantes. Le prix moyen est de 60 €. Oui, donc voilà, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et qui viennent la plupart du temps de succession. Ça ne vient pas de saisies, j'en discutais tout à l'heure avec l'invité. Non, ce ne sont pas des saisies, ce sont des gens qui vendent volontairement leurs objets pour déménagement, après pour départ en retraite, pour séparation. Il y a plein de motifs et pour changement de décor. Maintenant, on change plus souvent qu'avant de décor. Donc, on change tout et on revend en salle des ventes. C'est un moyen pratique. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un fort dynamisme des ventes aux enchères en Bretagne? Alors, la Bretagne est une terre d'enchères, on peut le dire. C'est pas parce que je suis bretonne et que je suis à Rennes. Et c'est pas parce qu'on est chauvin. Non. Non, d'abord, le grand dynamisme, ça vient de l'automobile. C'est une salle des ventes qui est à Caudan, qui vend beaucoup d'automobiles, de tourisme et utilitaire, non pas de collection.
mais aussi parce que... On est numéro 1 en France sur les ventes automobiles. Cette salle des ventes est numéro 1 en France. Donc, c'est des centaines d'automobiles qui sont vendus chaque semaine sur différents sites, notamment à Lorient, qui est le site historique. Donc, c'est quand même une fierté pour la Bretagne. Et ensuite, il y a un maillage territorial qui est assez important. C'est bien, et un dynamisme parce qu'il y a beaucoup de ventes, beaucoup de spécialités qui se développent. Donc, puis c'est ancré un peu dans notre histoire. C'est ancré, je pense, oui, dans la culture des enchères, que ce soit par exemple les ventes à la criée, vous savez, les ventes de bestiaux. En Bretagne, on aime la vente, on est acclimaté à ce process d'achat et de vente aussi. Les ventes on peut en parler peut-être des ventes aux enchères de poissons, tout ce qui est ça se vend aux enchères, mais aux enchères descendantes. Alors ça, c'est intéressant. C'est récent cette Alors ça n'a pas toujours été le cas, mais ça permet d'avoir des enchères plus rapides, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une mise à prix basse et monter les enchères comme on fait traditionnellement nous, eh bien là, au contraire, on met une mise à prix haute. Mais le premier qui dégaine, il l'a. Donc en fait, ça permet d'aller beaucoup plus vite pour avoir l'eau parce que ça le bloque. Donc, alors, je crois d'ailleurs que le principe, c'est que plus le poisson sent fort, moins il est cher. Donc ça baisse, c'est ça. Alors quand c'est digitalisé, ils ne sentent pas le poisson. Donc là, c'est vraiment c'est l'image. Bon, on va passer du poisson aux voitures, puisque vous l'évoquiez à l'instant, Carole, parce que l'une de nos équipes s'est rendue il y a quelques temps à ces ventes aux enchères automobiles. Dans le Morbihan, c'est un reportage de Catherine Carlier et de Philippe Quérault. 563 véhicules d'occasion garés dans ce hangar. Beaucoup ont été utilisés pour de la location longue durée. Il y a ici toutes les gammes et toutes les marques. On peut avoir du très haut de gamme, mais on a pas mal d'utilitaires. On a une centaine d'utilitaires ce matin. On va avoir une moyenne gamme. Le prix moyen des véhicules est de 8 000 € chez nous. Jean-Claude vient des Sables-d'Olonne. Il a repéré ce véhicule utilitaire de 20 mètres cubes pour son entreprise. Là, déjà, c'est vendu en TTC. Autrement, c'est toujours hors taxe, donc ça fait forcément plus cher. Et puis, ça dépend, il faut savoir s'arrêter. La vente démarre sur les chapeaux de roue. Chaque véhicule monte sur le ring. Les enchères se font en direct ou par Internet. En 20 secondes maximum, le marteau du commissaire-priseur résonne. Par rapport au prix, disons, du marché, parce que je préfère le prix du marché à la cote, vous gagnez 15, 20%, voire 25% pour les voitures haut de gamme. Dans le hangar, les acheteurs continuent leur tour de piste et ils inspectent tout. C'est pas méchant pour eux. Ça coûte au départ 2 500 €. C'est même pas le prix d'un scooter. Alors, moi, personnellement, c'est pour transporter mon gazon de la maison à la déchetterie. Les clients sont particulièrement attentifs à l'expertise réalisée sur les voitures de moins de 4 ans. Là, on voit que c'est noté choc calandre. Bon, quand on analyse le véhicule, d'aspect, on voit pas grand-chose. Par contre, en se penchant bien sur le véhicule, on voit qu'effectivement, ici, on a un problème au niveau de la fixation de calandre. Donc ça, c'est quelque chose que le client ne va pas forcément voir au premier coup d'œil, mais nous, on l'indique. La vente a duré toute la journée. Jean-Claude vient d'acheter son utilitaire au prix qu'il voulait. Il aura 15 jours pour venir le chercher. Voilà, une expertise qui rassure, ça c'est certain, les acheteurs. Voilà, un contrôle technique, on n'a pas intérêt à cacher des choses. Le client doit être satisfait, donc on essaie de tout dire, que ce soit pour un objet également et pour un véhicule ou un matériel. Vous parliez du maillage très dense, ça veut dire qu'en Bretagne on peut aller tous les jours à une vente aux enchères en fait. Tous les jours il y a une vente aux enchères en Bretagne, qu'elle soit volontaire ou judiciaire, donc... pas de bonne raison pour dire je n'ai pas le temps d'aller en salle de vente. Quel est le profil de la clientèle? On se demande, on imagine toujours que ce sont beaucoup de professionnels. C'est ça, oui. Mais en fait, c'est moitié-moitié environ. Évidemment, les professionnels se connectent beaucoup, ont besoin de marchandises aussi pour revendre parfois à l'étranger. Mais il y a beaucoup de particuliers, de collectionneurs qui vont acheter, je sais, toutes les semaines, un petit objet pour se faire plaisir. Et oui, donc ça, c'est les fidèles qui viennent aux ventes dites de brocante. Ils ont toujours la même place dans la salle des ventes, ils ont leur place. Voilà. Et leur plaisir, c'est comme nous aller acheter des vêtements, et eux, c'est acheter un objet. Bon, j'en connais une, c'est une téléspectatrice. Justement, elle va partager avec nous son amour de la salle des ventes. On écoute c'est bien, ça fait plaisir. Je suis Alexandra Bibikov et je suis fan de vente aux enchères. Je vais souvent dans des dîners de gala où j'ai la chance de découvrir des œuvres super chouette et j'enchéris et je suis toujours là où il faut, quand il faut, et c'est une ambiance particulière, c'est vraiment de l'adrénaline parce qu'on sent le moment où ça va monter ou pas, et j'adore ça, et c'est une ambiance qui est vraiment, comme je le disais, passionnante. Maintenant, à vous de jouer.
Eh ben, à nous de jouer, bah oui, c'est parti. Moi, j'en connais un qui aime bien jouer, il s'appelle Franck Nunez. Bonjour Franck. Bonjour. Vous habitez Pléchâtel, vous êtes un amateur des ventes aux enchères. Oui. Est-ce que c'est pour la même raison qu'Alexandra? C'est pour l'adrénaline? L'adrénaline, certainement, la beauté des objets. Et puis, je faisais souvent une comparaison avec les jeux de course. Et c'est aussi cette espèce d'adrénaline de gagner un objet, quelque chose qui a appartenu à une histoire, à une famille, parce que c'est souvent soit des gens des successions. Et c'est intéressant d'avoir des objets qui ont une âme. Ouais. Vous avez découvert les enchères il y a longtemps ou pas? Alors, il y a à peu près 4-5 ans. Parce que souvent, je passais au départ par le chemin classique des antiquaires. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fin de compte, on pouvait le faire nous-mêmes et avoir un contact avec un commissaire-priseur direct qui était aussi bon conseil qu'un antiquaire, et avec souvent des prix beaucoup plus abordables, puisqu'il n'y a pas la marge à faire du commerçant, et avec quelque chose qui est vraiment intéressant. Vous achetez quoi en vente aux enchères? Parce qu'on voit là un peu derrière. Un peu derrière. Non, là, c'est ça. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir mélanger. Je trouve que, comme disait M. Ezekiel, maintenant, on a besoin de changer de décor régulièrement. On n'achète pas quelque chose pour 20 ans ou 30 ans comme il pouvait se faire avant. Et qu'en fin de compte, on change de décor en fonction des objets qu'on rachète. Donc, les objets vont bouger. Là. Et en plus de ça, comme j'ai en activité aussi un peu une chambre d'hôte, ça me permet aussi de changer, d'avoir autre chose à proposer que des chambres, ce que j'appellerais très conventionnelles, avec un mur taupe, 3 coussins. Non, mais c'est un peu ça. Et ce qui fait qu'on arrive à avoir des chambres beaucoup plus personnalisées, avec des objets que les gens découvrent. Parce que même moi, j'ai des clients qui viennent en disant « Mais qu'est-ce que c'est ?» Ou alors ils n'avaient jamais vu ça. Ça fait parler. Et ça fait parler. Voilà, c'est assez intéressant. Et ça permet aussi, quand vous avez des enfants qui viennent, des clients qui découvrent des objets comme un jukebox alors qu'ils connaissent que le MP3. Non, mais c'est vrai. Ou qui voient, par exemple, là on voit sur la photo un gramophone de 1909. Je veux dire, c'est quelque chose pour eux, et soit ils ont vu ça dans les films, ou alors, et là ça leur permet d'avoir un contact, et c'est passionnant parce qu'en fin de compte, il y a un échange rien que par l'objet, et ça crée un échange, et ça c'est intéressant. Alors vous aimez mélanger les époques, on l'a vu, il y a un jukebox. Un jukebox, de 1953 américain. Qui côtoie un piano à queue. Oui, un piano à queue. Alors, le piano, c'est un Pleyel de 1848, je crois. Vous l'avez acheté en salle des ventes? En salle des ventes, oui. Mais pas avec M. Ezekiel, mais voilà. Fallait pas le dire. Très déçu. Mais alors, c'est certain que s'il fallait qu'on enlève de cette image-là tous les objets que j'ai achetés par son intermédiaire, le salon serait plutôt vide. Là, sur cette photo, il manque plus que Stéphane Bern au milieu. C'est ça. Non, mais c'est le Stéphane Bern de Pléchâtel. C'est ça. Non, c'est passionnant. Voilà. Vous achetez en salle des ventes ou vous achetez? J'achète en salle des ventes. Alors, soit quand mon agenda me le permet, je préfère aller en vente directe. Parce que je trouve qu'il y a cette espèce d'atmosphère grisante, très bien animée, parce que je pense qu'un commissaire-priseur, c'est aussi un animateur qui sait... c'est son rôle. C'est son rôle de créer une ambiance agréable, pas forcément une ambiance tendue non plus. C'est toujours très convivial. Mais voilà, c'est un plaisir. Et puis c'est surtout, c'est très... Quand par exemple, vous avez deux personnes qui veulent vraiment un objet, vous testez entre nous, et c'est assez marrant dans les regards. Et puis c'est ça qui est assez... Et puis c'est vraiment... C'est très convivial. Enfin, c'est très convivial, et c'est très ludique, surprenant. Moi, je trouve que ce qui est important aussi, c'est que en fait, vous êtes maître de l'enchère. C'est vous qui faites le prix. Moi, je propose un prix que je lance, mais après, c'est un jeu entre des acheteurs, et après, finalement, c'est lui qui maîtrise le prix. Exactement. Donc, il y a une satisfaction. C'est pas un prix imposé. C'est un prix proposé, et il est maître de l'enchère. Donc, c'est le client, l'acheteur, qui fait le prix. Oui. Alors, il y a les enchères en ligne quand même qui ont changé un peu la donne ces dernières années, Maître Ezekiel. Est-ce que ça a désenclavé un petit peu complètement. Le marché? Je pense que ça a permis à des salles des ventes dans des petites villes qui se débrouillaient bien, qui avaient de très bons objets, de les vendre aussi bien, aussi cher qu'à Paris. Parce que avant, certains de province allaient à Paris avec leurs objets, alors que maintenant, la prestation est la même, d'aussi grande qualité, avec une audience qui est mondiale.
Et tout le monde l'utilise. Chaque salle des ventes utilise soit donc ces 2 plateformes, Drouot Live, qui est une plateforme créée par Paris, mais qu'on peut utiliser nous, ou autrement Interenchères Live, plateforme créée par les commissaires-priseurs de province, utilisable par tous aussi, toutes les salles des ventes. Vous avez déjà utilisé Franck Interenchères Live ? Oui. Alors c'est bien parce que ça permet d'avoir de pouvoir suivre une vente quand malheureusement on ne peut pas être sur place. Voilà, mais je trouve ça, on se retrouve pas dans, c'est pas la même, pour moi c'est pas la même démarche. On se laisse peut-être moins griser. On se laisse moins griser. Ouais. Souvent, en plus de ça, ça nous oblige à voir les objets avant. Parce que c'est vrai que quand on voit sur un écran quelque chose, c'est quand même plus compliqué à se donner une idée. Ouais. Et puis, il n'y a pas cette, il n'y a pas cette atmosphère, parce que aussi, une salle de vente, c'est une atmosphère. Ouais. C'est quelque chose qui mérite d'être vécu, vraiment. Vous en aviez quelle image, vous, avant ? C'était réservé entre guillemets, aux vieux cons aigris. C'est ce que je vous ai dit, voilà, c'est ça. C'est un peu ça. C'est parfois l'image qu'on peut en avoir. C'est vrai, c'est un peu ça. Et en fin de compte, ce qui est assez intéressant, c'est que moi qui suis ça depuis quelques années, c'est qu'on voit de plus en plus de jeunes qui viennent maintenant. Alors, alors, on n'est pas du tout forcément passionné par les mêmes sujets, par les mêmes objets, mais par contre, ça crée une dynamique qui est assez folle. C'est vrai qu'on a l'impression que quand vous allez dans une salle des ventes, on va voir tous les déambulateurs à l'entrée et pas du tout. Et en fin de compte, c'est ça qui est chouette. C'est-à-dire qu'il y a des ça rentre, ça sort. C'est vraiment très très intéressant. Et on le voit d'autant plus, par exemple le samedi, parce qu'on peut voir les objets avant les ventes. Et le samedi matin ou le dimanche matin, vous avez des gens. Grand public. C'est vraiment extraordinaire parce que grand public, on a l'impression qu'on va faire son marché. Voilà, c'est pareil. Le marché. On va faire son marché. Un autre marché. Un autre marché. Et c'est assez drôle parce qu'après, on a des codes. Parce que quand vous voyez une personne qui est passionnée par la même chose ou qui a remarqué le même objet, on évite de faire trop de remarques devant la personne, voilà, de s'approcher de l'objet. Voilà, oui, parce qu'il y a toute une stratégie. Parce qu'on sait très très bien que si vous êtes plusieurs à regarder qu'il y a la même chose, on sait très bien qu'aussi, ça va être un concurrent au moment de la vente. Donc, puis alors même, moi, j'ai mis une technique, je le casse, l'objet, carrément. C'est-à-dire que... Non, pas le casser physiquement. Non, mais pas le casser physiquement, mais c'est-à-dire... mais j'ai très envie. Qu'est-ce que c'est que ce Non, je le casse. Tu l'as vu tomber l'objet ? Eh ben, on est content. En fin de compte, il est très abîmé. Ah oui, parce qu'il y a des petits défauts. Il y a des défauts, et voilà. Je ne savais pas que vous faisiez ça. Qu'est-ce que vous imaginez ? Surveiller de près dans l'exposition. Ce qui fait qu'il y a tout un jeu, toute une technique, parce qu'il y a aussi une chose, c'est qu'il y a aussi... On est face à des professionnels aussi, qui viennent et qui n'ont pas du tout... qui ont un œil, qui n'ont pas du tout le même budget que nous. Ah oui, souvent aussi, parce qu'on ne peut pas, c'est certain qu'en tant que particulier, on ne peut pas avoir, et puis eux, ils ont un marché, que nous, c'est vraiment de la passion. Oui. C'est certain que je ne peux pas me permettre, on ne peut pas se permettre, nous, de monter forcément de façon très excessive. D'ailleurs, je me demandais, est-ce que parfois vous avez été surpris par le fait que vous aviez dépassé le budget que vous vous étiez fixé ? Ça m'arrive pas trop. Mais ça va parce qu'il y a, comme je l'expliquais, il y a des ventes qui ne m'intéressent pas. Donc ça me permet pendant ce temps-là de faire des économies. Pas mal. C'est bien vu comme ça. Voilà, c'est comme ça. Il y a des bagarres de temps en temps, non ? Des bagarres ? Ah non. Non, mais on est souvent. Non, mais par contre, lance son marteau. Par contre, j'ai eu, on a par exemple, il y a souvent par exemple quelqu'un qui vient souvent qui est un professionnel. Et je me souviens sur une desserte qui me plaisait particulièrement et qu'il voulait. On était côte à côte, on est monté, et puis on finit par se connaître parce que voilà, il me fait bon, allez, je te la laisse. Voilà. Mais ça fait partie des personnages. Voilà, c'est ça. Il faut aussi les professionnels. Voilà, c'est ça. Ce sont eux qui font le marché. Exactement. Sans le professionnel, les salles des ventes ne pourraient pas survivre parce que c'est eux aussi qui soutiennent le prix des objets, qui ont l'œil très pointu sur des choses particulières. Et donc il savait que ça me faisait très plaisir, et du coup, il m'a dit allez. Je te la laisse. Et donc, du coup, voilà, c'est ça l'ambiance des salles des ventes, justement. Qu'on n'arrête pas entre les gens. Voilà, il y a tout un... Et puis, on se reconnaît. Et puis, tout ce que je ne sais pas.
et tout ce que vous Vous avez savez. appris 2-3 Voilà. choses là déjà. Voilà. Eh ben, rendez-vous en salle des ventes. Absolument. J'espère qu'on ne sera pas intéressé par le même objet un jour, parce que là, Non, ça va être non, non, redoutable. vous inquiétez pas. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir éclairés sur le sujet. On va maintenant parler de secourisme. Avoir des notions de secourisme dès l'enfance, eh bien, c'est possible grâce à une association, ça s'appelle Les Petits Héros. Elle propose des formations aux gestes de premier secours à destination des enfants. Vous allez voir une illustration à la Guerche de Bretagne en Ille-et-Vilaine où s'est rendue Nathalie Rossignol. Qui s'est déjà brûlé? Qui est déjà tombé des escaliers? Moi, 10 fois. Ah, vous voyez, quasiment tout le monde a déjà eu une petite situation d'accident. Des accidents domestiques comme ceux-là, on en dénombre 11 millions chaque année. Souvent victimes, les enfants peuvent en être aussi les témoins, d'où l'idée de leur proposer les rudiments du secourisme. Après l'examen, il faudra alerter. Et ensuite, secourir. Maëlys, Maëlys! Oh, Maëlys! Pour cet apprentissage, rien de mieux que le jeu et la mise en situation. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait? T'as enlevé le danger? J'ai enlevé le danger. Le danger, c'était quoi? La chaise. Cette école primaire a sollicité l'intervention de l'association pour dépasser l'enseignement théorique prévu dans le programme scolaire. En petits groupes, ces élèves de CE2 profiteront de 3 heures de pratique. Ils sont très très réceptifs, ils apprécient beaucoup d'être responsabilisés par rapport à leur vie future de citoyens et puis même aujourd'hui, puisqu'en fait dès maintenant ils pourraient être amenés à intervenir en cas d'accident, ne serait-ce que sur la cour, voilà, pour alerter les adultes et savoir ce qu'ils ont à faire pour que tout se passe bien. 2-3 doigts sous le menton, je bascule la tête en arrière. Non, 2-3 doigts sous le menton ici. Comme ça, je bascule la tête en arrière. Vas-y, basculez, basculez, basculez. Maintenant, mettez l'oreille devant la bouche et j'apprécie la respiration pendant au moins 10 secondes. Vous avez entendu les bruits de la respiration? Oui. Senti l'air sur votre joue? Oui. D'accord. Vu avec les yeux si le ventre bougeait? Oui. Très bien. Donc votre victime respire. T'as tout retenu là? Oui. Ça y est, c'est bon. Futur secouriste. Et là, il est assommé. On va savoir parce que s'il est assommé, il répond pas. Pourquoi c'est important d'apprendre tous ces gestes d'après toi? Parce que si ça se passe dans la vraie vie et qu'on sait pas comment faire, et ben ça peut être grave pour la personne. Tu penses que tu pourras aider quelqu'un aujourd'hui? Oui, je pense. Lors de la prochaine séance, les enfants découvriront comment refroidir une brûlure, stopper un saignement ou agir sur une douleur intense. De quoi être suffisamment armé pour revêtir, en cas d'urgence, le costume de petit héros. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous répondez toujours à cette question. Bonjour Hichem Gendez, vous êtes le président de l'association Les Petits Héros. On l'a vu, votre association, elle vient en complément de ce qui est proposé dans les écoles. Ce sont elles qui vous sollicitent? Comment ça se passe? Alors, l'association née en 2015. Au départ, mon objectif, c'était vraiment d'aller dans les écoles pour former les enfants. Voilà. Aujourd'hui, on a une petite problématique, mais qui est entendable. On a 80% de bénévoles dans notre association, donc il était difficile pour nous de répondre favorablement à toutes les écoles. Donc on a décidé de créer nos propres écoles de secourisme où les parents peuvent inscrire leurs enfants à leur initiative. D'accord. Est-ce que vous proposez une pédagogie particulière? Parce que 3-10 ans, c'est un âge où ça s'ancre plus facilement, ces premiers gestes de secourisme? C'est le début de l'apprentissage. Donc à partir de 3 ans, l'enfant commence à apprendre des choses, à apprendre des situations normales à des situations anormales, à apprendre ce que c'est qu'un danger, ce qui coupe, ce qui brûle, ce qui rend malade. Après, le mode pédagogique reste le jeu et la répétition. Voilà. Et quand on parle de jeu, ça va être principalement des jeux de rôle. Mais ça marche très bien, on l'a vu. Ils se prennent vraiment au jeu. Évidemment. Est-ce que vous délivrez un diplôme? Alors, on ne délivre pas de diplôme officiel, mais une attestation qui s'appelle AGPS, l'apprentissage des gestes qui peuvent sauver. Alors, dans le cadre de l'éducation nationale, l'enfant doit sortir à ses 10 ans avec une attestation qui s'appelle APS, apprendre à porter secours. Et nous, en parallèle avec l'association, on délivre donc cette attestation AGPS, l'apprentissage des gestes qui peuvent sauver. Vous avez beaucoup d'antennes en Bretagne? On a aujourd'hui une antenne dans le Finistère Nord, une dans le Finistère Sud, et 3 en Ille-et-Vilaine et une dans le Morbihan. Voilà. Alors, les Côtes d'Armor, bientôt. On le souhaite. On fait appel à bénévoles. Bien sûr, c'est important. Est-ce que vous vous adressez aussi au centre de loisirs? Alors en fait, on intervient dans
tous les secteurs où il y a des enfants. Donc on intervient des fois dans les centres de loisirs, mais ça peut être aussi dans les clubs de sport, c'est dans les écoles, là où il y a des enfants. Alors après, c'est différentes formes, hein. Ça peut être des initiations au secourisme, de la découverte, ça peut être aussi des projets qu'on va mener avec le centre de loisirs pour que l'enfant puisse acquérir des compétences. Voilà, il y a différentes façons de faire. Est-ce qu'il peut y avoir un approfondissement de cette formation après, quand on est collégien et lycéen? Alors, évidemment, puisque aujourd'hui, il y a tout ce qui est institution de la sécurité civile, et il faut savoir que vous pouvez passer la formation prévention secours civique de niveau 1 à partir de 10 ans. Donc il faut se rapprocher des institutions de la sécurité civile, Croix-Rouge, Croix-Blanche, ça peut être l'Ordre de Malte et d'autres, Protection civile et d'autres encore. Alors, est-ce que les petits héros proposent des stages particuliers pendant les vacances, par exemple les prochaines vacances de la Toussaint qui approchent? Oui, alors en Bretagne, on a le Finistère Nord qui va proposer en fait une session de formation à GPS qui dure 6 semaines. Oui, 6 semaines pour les enfants de 6 à 8 ans et 9 à 10 ans, à partir du 9 novembre jusqu'au 14 décembre. Également à la Guerche de Bretagne. Et on a l'association de Dinan qui ouvre une session de 6 jours pendant les vacances de la Toussaint. Ah, bah voilà. Il reste des places? Il y a des places, oui, il faut pas hésiter à nous contacter, mais il y a des places. C'est parfait, bah, voyez, il y a le site internet qui s'affiche, donc on s'inscrit, on vous contacte. C'est vraiment une belle initiative. Est-ce que les uns les autres, vous avez eu une formation en premier secours, donc quand vous étiez jeune? Moi, je l'ai eu pendant mon service militaire, figurez-vous. Et bah oui, c'était le moment ou jamais de la passer. J'étais très content de la passer parce que c'est vrai que c'est l'apprentissage de ces gestes-là. Ça devrait arriver, mais beaucoup plus tôt, évidemment, parce qu'on peut être témoin à tout moment d'un accident, de quoi que ce soit. On se retrouve sans savoir quoi faire. Et c'est ça qui est terrible. Oui, et c'est surtout qu'on n'est jamais préparé, puisque l'accident, par définition, c'est une surprise. Oui. Et donc, il faut avoir les armes ou les moyens. Et bon, ce qui est important aussi, et ce qu'il faut retenir, c'est que quand on arrive face à une situation, il faut oser être imparfait et faire de son mieux. Donc il vaut mieux faire, même si ce n'est pas exactement... Que ne rien faire, effectivement. On prend juste, par exemple, la position latérale de sécurité qui est très, très, très technique. Nous, ce qu'on attend, ce n'est pas avoir de la technicité. Le but, c'est plutôt le résultat. C'est qu'à un moment ou à un autre, si la victime ne répond pas, ne réagit pas et qu'elle respire, il faudra mettre sur le côté. Voilà, et ça, c'est vraiment le plus important. C'est ça, la position latérale de sécurité. Une expression très connue chez les jeunes. Je suis en PLS. C'est ça. Merci beaucoup, Hichem. Merci à vous. On va maintenant écouter votre agenda culturel, Sabine. Vous avez toujours évidemment de très belles idées de sortie pour nous. On démarre par un festival, tiens justement, au jeune public. Un événement d'ailleurs qui n'est pas tout jeune quant à lui. Eh bien non, Laurent, c'est déjà la 29e édition du festival Minimum et Maximum qui démarre ce jeudi dans le pays de Loudéac. Alors Le Méné, La Motte, Plémette et Uzel accueillent jusqu'au 31 octobre une douzaine de spectacles, marionnettes, théâtre, chansons, danse, bref, tout l'éventail de la création pour petits et grands à partir de 1 an. Du cinéma aussi, notamment une séance de court-métrage, et il y a des sacrées pépites, en voilà une. On adore. Une véritable chorégraphie. C'est superbe. C'est le vous imaginez le dressage avec un tout petit fouet. Allez, dépêche-toi. Je vous imagine bien. Alors, ce festival est justement l'occasion de ralentir et de vous pencher sur la magie du quotidien. Il se poursuit donc pendant les vacances de la Toussaint. Alors, dans le Finistère aussi, l'ordinaire devient extraordinaire. Mais oui, et si je vous disais que l'art est dans le cajot? Ah bon? M'en dirait-on? Eh bien oui, Jean-Yves Pennec, artiste quimpérois, se consacre depuis une vingtaine d'années à la réhabilitation de cet objet en apparence si ordinaire. Ce cajot, donc si malmené, abandonné à la fin des marchés, retrouve une seconde vie grâce à cet artiste-poète qui en a sauvé des milliers pour en faire des œuvres d'art. Alors comment? Parce que ça nous intrigue un petit peu là ce que vous dites. Mais oui, alors par la coupe minutieuse et le collage, il joue avec les mots et les couleurs. Il rend aussi ses lettres de noblesse à tous ces grands personnages de l'histoire de l'art, réduits à des images de publicité
publicité. Mona Lisa de Léonard de Vinci s'échappe ainsi d'un cajot d'oranges. Adam et Ève de Durer d'un cajot de tomates. Des œuvres étonnantes à découvrir dans son atelier à Quimper ce vendredi et tout au long du week-end. Super ça. Épatant. Hein, c'est dingue. C'est superbe, Je vais hein. solliciter pour mettre aux enchères. Absolument, T'es mais sûre. peut-être qu'il en vont aux enchères, oui, peut-être. Oui, peut-être. Allez, dans le Morbihan, on largue les amarres. Oui, alors dès aujourd'hui, à la Cité de la Voile, à Lorient, à la rencontre des aventuriers de la mer. Alors cette très belle bande-annonce donne le ton de cette 4e édition. Au programme, des rencontres avec celles et ceux qui se partagent la mer, skippers, pêcheurs scientifiques, mais aussi du cinéma, des expositions, des animations pour jeunes publics, sans oublier du spectacle vivant. Embarquement samedi à la tombée de la nuit pour une déambulation avec le conteur Olivier Villanove et la danseuse Céline Kirek. Bref, la promesse d'un beau voyage. Waouh, on a envie de laisser vivre les images, dites donc, c'est tellement beau. Très belle bande-annonce. Largons les amarres. En Ille-et-Vilaine, Sabine, on se met au reggae avec un musicien qui a traversé l'océan. Oui, c'est Joe Philippe qui vous donne rendez-vous au Repère, lieu convivial à Combourg. Cet auteur-compositeur multi-instrumentiste, autodidacte, arrivé en France en 2011, il souhaite, à travers son reggae aux influences afro-jamaïcaines, passer un message de paix. On l'écoute. Les enfants à l'étranger parce qu'ils n'ont pas construit d'école au pays. Ils envoient leur famille à l'étranger parce qu'ils n'ont pas construit d'hôpitaux. Et c'est les pauvres messieurs qui souffrent, lui qui n'a pas trouvé du travail, devant ces médecins qui demandent une caution avant de toucher les corps du patient. Réveillons nos consciences endormies. Alors, c'est Voter pour moi. Hein, voilà, de son album Hymne à la conscience, donc un très bel album que vous pouvez trouver dans les bacs. Et pour le live, rendez-vous demain à Combourg à 19h. Et puis on termine avec un festival qui donne des frissons à Rennes et puis bizarrement, on en redemande tous les ans. Ouais. Et il s'agit du festival, bien sûr, Court-Métrange, qui a démarré hier. Alors, un festival international de court-métrage insolite et fantastique. Sortez le ketchup. La star thématique cette année, vous savez qui c'est ? Non. Le fantôme. Voilà. Et comme chaque année, donc, se déroule la grande compétition internationale, séance de courts et longs métrages, rencontres avec des professionnels qui sont sortis vivants de leurs films, des ateliers et des expositions, remise des prix samedi 19 octobre au Café des Champs Libres. Eh bien, merci beaucoup Sabine. Impeccable. Bon alors vous avez choisi votre événement, vous allez voir quoi, faire quoi ce week-end les uns les autres. Carole, vous, les cajots, je crois que ça vous plaisait pas mal. Non, moi je vais appeler le mec au cajou là. Le mec au cajou, il va être l'artiste. Il va être content le mec au cajou. C'est un peu vache pour sa femme. Ouais, Hichem, vous irez voir quoi ou faire quoi? Quand? Dites-moi. Ben là, ce week-end justement. Ah, oui, non mais... Ok. Voilà. Ce sera quoi? Ce sera le court-métrage, Il y a le peut-être fantôme. du travail avec court-métrage, il y a beaucoup de secourisme à faire, je pense. Ah oui, c'est ça, pour sauver les... Franck, vous choisirez quoi, vous? Moi, essayer de trouver une autre salle des ventes. Ah bah oui, bien entendu. Ah non, il faut continuer à aller à Rennes en chien, sinon Carole, elle va pleurer. Bon, quant à vous, Karl, je pense que vous irez au cinéma. Bah oui, n'est-ce pour pas? changer. Bah Bon, oui. vous y êtes souvent quand même, et vous y êtes allé justement hier voir un film qui s'appelle Chambre 212 de Christophe Honoré, c'est ça? Oui, Chambre 212, dont je suis sorti avec un enthousiasme délirant. Vous voyez, c'est le genre de film où quand le générique de fin arrive, vous vous dites « Ah zut, j'en aurais bien repris encore pour une petite demi-heure ». Le cinéma de Christophe Honoré, on connaît un petit peu ce qu'il a fait avant, Aimer et puis Courir vite. Ça y est, j'ai oublié la moitié du titre, mais enfin, c'est pas grave. Non, ma fille, tu n'iras pas danser, La belle personne, Les chansons d'amour, etc. C'est-à-dire que Christophe Honoré, c'est ça qui est étonnant chez lui, c'est qu'on ne sait jamais vraiment ce qu'il va sortir de son sac. C'est un petit peu comme les conteurs à la veillée autrefois. On va voir le nouveau Christophe Honoré en se disant est-ce qu'on va rire, est-ce qu'on va pleurer? En tout cas, on est toujours captivé par ce qu'il fait, quoi. Eh bien, je vous propose qu'on en regarde un petit avant-goût, du coup. Oui. Allez, la bande-annonce du film Chambre 212 de Christophe Honoré. Depuis quand, dis-moi, ta sexualité est devenue une activité extra-conjugale? C'est la loi des couples qui durent. Personne n'y échappe. Sauf que moi, je t'ai jamais trompé en 25 ans. Richard! Richard! Autant te dire que je désapprouve totalement ton attitude. C'est dégueulasse ce que t'es en train de me faire.
Richard, comment tu peux être aussi jeune? Je suis en train de perdre ma tête. À quel moment tu m'as prévenu que t'allais te comporter aussi salement une fois devenue vieille? Je suis fou d'inquiétude là, tu t'en rends compte? Pourquoi avoir réveillé le passé? Maria. C'est qui? Richard vous a jamais parlé de sa professeure de piano? Et si vous décidiez de me rendre celui que vous m'avez pris? Richard! Richard, ouvre pas, Richard! Désormais, mon cœur vivra sous les décombres. Alors, petit résumé de votre situation. Vous venez de pousser dans les bras de votre vieux mari son amour de jeunesse, et vous en profitez pour coucher avec ce même mari, mais à l'âge qu'il avait lorsque vous l'avez rencontré. Parce que je m'autorise une fois un écart. Maria, nous avons la liste de tous vos écarts. Comment ça, vous avez la liste? Alors, qui est qui déjà? Pierre, le cousin. Mais qui couche encore avec ses cousins après 14 ans? Bah, tout le monde, hein. Et ces mots que... Dans la chambre 212, ça évoque rien pour toi? Article 212 du Code civil. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Et madame est professeure en fac de droit. Jamais plus ne connaîtront la même peur de voir s'enfuir notre bonheur. Et du reste, désormais... Est-ce que tu sais ce que tu veux vraiment? Eh ben, il s'en passe des choses dans cette chambre 212. Mais ouais, chambre 212, la vieille loi des couples. Si on résume un peu l'histoire, effectivement, c'est un couple la cinquantaine, vieillissant. Ils n'ont pas eu d'enfants, ils voulaient pas avoir d'enfants. Elle n'arrête pas de tromper son mari parce qu'elle est sur un fantasme de jeunesse. Elle pense qu'en s'appropriant ces jeunes hommes avec qui elle couche à répétition, elle va retrouver un petit peu sa jeunesse. Et puis évidemment, il y a une scène de jalousie au début du film, puisque lui se rend compte qu'elle le trompe. Elle décide d'aller faire le point en allant vivre une nuit dans l'hôtel d'en face. Donc elle peut voir son mari. Et puis là, le film bascule dans la fantaisie la plus totale, c'est-à-dire que tout d'un coup, le fantôme de son mari, mais quand il avait 20 ans, vient la visiter. Et puis un autre fantôme qui est le fantôme du premier amour de son mari. Alors ça paraît bizarre dit comme ça, mais on est complètement embarqué, emporté par l'histoire. Oui, c'est ça. C'est un quatuor qui est vraiment génial. Donc on a Chiara Mastroianni et Benjamin Biolay qui forment ce couple. Alors c'est d'autant plus étonnant qu'ils ont été un vrai couple dans la vie. Ils ont été vraiment mariés et puis ils se sont séparés. Vincent Lacoste joue Benjamin Biolay jeune et Camille Cotin, c'est le premier amour. Alors on est vraiment dans un film où à partir de cette trame, c'est ça, à partir de cette trame, c'est la voie du possible qui s'ouvre. Et comme vous le dites, effectivement, Laurence, on rembobine un petit peu l'histoire et on se met à se poser des questions. Et si on était toujours aussi amoureux qu'au premier jour, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que ça tiendrait finalement avec cette passion-là? Et si j'étais resté avec mon premier amour, que je ne l'avais pas quitté pour être avec la personne actuelle? Bref, toutes les questions qu'on s'est tous posées au sein d'un couple. Et si? Et à partir de ça, Christophe Honoré, avec sa maîtrise, avec son talent incroyable, réussit à faire une trame, une histoire qui est à la fois drôle, légère et en même temps extrêmement grave, extrêmement profonde. Il arrive à faire ça et c'est absolument génial. Christophe Honoré, rire et émotion, c'est ça. Et Christophe Honoré s'est rangé sous deux grandes figures tutélaires pour faire ce film. D'une part, François Truffaut, l'atmosphère, l'ambiance, les décors. On a vraiment l'impression d'être dans un film de François Truffaut dans les années 70, vous voyez, cette période avec, où il jouait beaucoup avec Jean-Pierre Léaud. Vincent Lacoste rappelle un petit peu le personnage de Jean-Pierre Léaud, Antoine Douanel. La rue dans laquelle c'est filmé, c'est un décor qui fait très années 70. Je ne sais pas où il a trouvé cette rue, mais elle est absolument géniale, magnifique. Ça ranime des nostalgies chez nous de ce cinéma à la fois libre, flamboyant, léger et en même temps assez grave. Et ça a fait dire d'ailleurs à Thomas Croisière, j'ai écouté hier sur France Inter le chroniqueur culturel Thomas Croisière, Tom Cruise, Thomas Croisière, qui disait une formule que j'ai trouvée tout à fait vraie pour résumer ce film. Christophe Honoré a réalisé le meilleur film de François Truffaut depuis 35 ans. C'est vraiment ça. Et puis la deuxième figure tutélaire, c'est celle de Bertrand Blier. Au niveau des dialogues, on est dans un film de Bertrand Blier, Trop belle pour toi, Calmos, Sortez les violons, tous ces films de Bertrand Blier où tout d'un coup la fantaisie, le surréalisme s'invite dans des scènes tout à fait banales et normales, et ce surréalisme nous permet justement de nous parler de nous toucher jusqu'à l'os, d'aller au plus profond de l'analyse. C'est quoi un couple? C'est quoi une histoire d'amour? Qu'est-ce que c'est que le sentiment amoureux? Et surtout l'usure du couple. Et ça nous parle à tous de façon vraiment flamboyante et magnifique. Ah bah dites donc, vous êtes carrément enthousiaste. Hein. Oui, je suis très enthousiaste, donc courez voir Chambre 212. Et là, attention, la transition super ringarde. Pour ce film, je dis une fois, deux fois, trois fois, adieu G. Oui, bravo. Carole, vous irez le voir? Ah oui, bah oui, étant donné que j'ai la cinquantaine, un couple vieillissant, l'usure du couple, je vais y aller, forcément.
Bon, très très bien. Allez, je vous propose maintenant qu'on aille, nous, à la SPA de Rennes. Alors, usure du couple ou pas, en tout cas, on va retrouver un petit chat pour s'occuper, peut-être. Allez, on va retrouver Billy avec Coquelicot. Alors bonjour Jennifer. Bonjour Billy. Ce matin on vous présente, attention alors là c'est un petit roux, il a un petit peu de caractère. Hein. C'est Coquelicot. C'est Coquelicot. Oui, c'est un Coquelicot roux, ce matin ici à la SPA de Rennes. Alors c'est un petit roux et tu nous expliquais juste avant que les roux ça a du caractère. Oui, enfin ça a de la personnalité en fait. D'accord. Voilà, c'est des chats avec qui on s'ennuie pas. Okay. Oui, j'ai ils, bien savent, vu. ils savent ce qu'ils veulent, c'est un peu des chats chiens. Et lui, il sait D'accord. très bien ce qu'il veut. Là, il a juste envie d'être tranquille. Ok, alors Coquelicot, est-ce que je peux au moins te caresser un petit peu ce matin, Coquelicot? Non, mais il est très gentil ce petit chat. Il est très gentil, parce que sinon il ne serait pas resté dans mes bras comme ça. Tout à fait. Maintenant, voilà, c'est un filou. C'est clair qu'avec lui, on ne s'ennuiera pas à la maison. Il lui faut quand même, dans l'idéal, ce serait quand même d'avoir une maison, voilà, qui puisse sortir un petit peu, aller chasser, aller les petits grimper oiseaux, aux arbres, se faire plaisir en extérieur, à condition bien sûr de ne pas être dans une zone avec trop de circulation. Trop de voitures devant. Bien sûr. Coquelicot, c'est un petit mâle du coup, C'est et un il a petit quel mâle. âge? Il a 1 an, donc il est vraiment tout jeune, plein de c'est pour ça que bêtises c'est un schnappant, encore. quoi. Mais Bien vraiment, sportif. c'est un sacré personnage. C'est un chat qu'il faut vraiment découvrir. C'est une personnalité à part entière. Vu qu'il a ce caractère-là bien particulier, il peut avoir quand même des copains à la maison ou il préfère être tout seul? Il est très joueur par contre, donc on évitera peut-être le vieux matou qui a envie d'être tranquille. D'accord. Mais par contre, un autre chat joueur, il n'y aura aucun souci. Pour l'interaction, quoi. Plutôt tolérant avec les chiens aussi. Donc voilà, les jeunes enfants, il faudra être vigilant parce qu'il est encore fougueux. Il donne des petits coups de patte. Mais voilà, avec des adolescents, bien au contraire, ils passeraient des heures à jouer. Hein. Eh bien écoutez, Coquelicot, avec vos beaux yeux verts, vous êtes ici à la SPA de Rennes aujourd'hui et on va lui faire plein de petits bisous. Allez, bon après-midi. Il n'était pas rassuré, Billy, au début. Hein. Le chat-chien... Ce qui dit, on va lui faire des bisous, mais il ne le fait pas vraiment quand même. On est tous invités à lui faire des bisous, sauf Billy. Allez, merci Billy. C'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous. On est content d'avoir parlé des enchères. N'est-ce pas, Carole? Tout à fait. Et puis, vous vouliez lancer un appel au monsieur Descageaux? Ah bah oui, justement, le monsieur Descageaux. Je suis très contente d'avoir participé à cette émission aujourd'hui, puisque j'ai peut-être découvert un nouveau talent qui pourra peut-être passer aux enchères un jour. Ça se passe souvent comme ça, par coup de cœur? Coup de cœur, découverte. Ouais. On est parfois contacté par de nombreux artistes. Aujourd'hui, évidemment, il y a les galeries qui sont des supports intéressants pour se faire découvrir les arts et puis la personnalité d'un artiste. Mais aussi, la vente aux enchères permet d'avoir une audience internationale et une cote internationale, ce qui rassure aussi les acheteurs et les collectionneurs. Donc, je vais appeler Jean-Yves Pennec. Jean-Yves Pennec, il a un beau nom en plus. Voilà, Jean-Yves Quimperois. Et non pas Roger Cajot, comme dans la chanson de Mano Negra. Et je pourrais lui proposer, à la fin du marché d'Hélice, de récupérer les cajots et de faire peut-être une performance en direct. Bon, écoutez, il s'est passé des choses sur le plateau en plus. Merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain à 10h45. On s'intéressera notamment aux champignons. Dans quelques instants, vous retrouvez votre série itinéraire Bretagne. Baptiste Galmiche et Pascal Cossé se sont intéressés aux races animales bretonnes et plus particulièrement ce matin aux moutons de Ouessant. Voilà, et puis à midi, évidemment, vous retrouverez votre journal régional. On vous souhaite une excellente journée à tous sur France 3 Bretagne. Kenavo. Pourquoi il n'y a plus de cajots? Parce qu'en fait, de plus en plus, on a... les cartons de la... Super.